Moi, je vais vous parler effectivement des collisions de la Terre avec, enfin principalement de la Terre parce que c'est ce qui nous intéresse essentiellement, de la Terre et puis des effets. Et puis je vais essayer de vous montrer, bon, d'une part, toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir sur ces collisions. Je vais essayer de vous présenter un peu les données, puis j'aborderai quand même un petit peu, parce que Vincent Courtillot, quand il était venu, donc pour ceux qui sont là, bon, il avait abordé les extinctions par rapport au volcan. Moi, je vais les aborder par rapport aux impacts, puis je vais essayer de vous montrer un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir. Et puis, vous vous ferez comme ça aussi votre idée sur la réalité. Est-ce que ces événements, bon, finalement, c'est un peu des mythes, on en parle. Il faut voir qu'on parle surtout de l'extinction des dinosaures, donc c'est quand même un mythe important, parce que les dinosaures, c'est des animaux gigantesques, c'est mythique, c'est loin de nous. Et puis en même temps, on parle de catastrophes cosmiques, d'éruptions gigantesques. Alors tout ça, bon, ça fait un peu show télévisé et ça fait pas très réaliste. Alors on va commencer quand même par, bon, je vous ai préparé un petit tour du système solaire. Bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, vous connaissez sûrement. Ce que je cherche simplement à vous montrer, c'est que les impacts, en fait, contrairement au volcan, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Parce que bon, des éruptions volcaniques, aujourd'hui, à l'actuel, bon, on en connaît, on en voit, il y a des éruptions, bon, pas de problème. Des impacts, on n'en voit pas tellement. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose de courant et d'admis. Et d'autre part, les cratères même d'impact, comme on va le voir, ce n'est pas quelque chose non plus de courant, alors que les cratères volcaniques, on les voit assez couramment. Alors ça fait que c'est clair que les impacts, pour nous, en général, quand on en parle aux gens, ça appartient toujours au passé. C'est quelque chose de révolu, c'était avant, c'était quand la Terre était jeune, et aujourd'hui que la Terre est vieille, on a calmé tout ça. Dans notre monde civilisé, il n'y a plus tellement d'impact. Alors bon, je montre quand même ces quelques photos, d'une part pour montrer la réalité des impacts, c'est-à-dire que bon, quand on se balade dans le système solaire, on voit bien qu'il y a des cratères sur l'ensemble des astres. Donc là, par exemple, je vous montre Mercure, dont la surface est complètement cratérisée. Et d'autre part, je vous montre aussi ces photos pour vous situer un peu les différents types de cratères d'impact. C'est important quand on cherche à étudier la taille des cratères d'impact. Donc principalement, il y a deux grosses catégories, les cratères simples et les cratères complexes. Et dans les cratères complexes, on a aussi deux catégories. Les cratères simples, vous en voyez, là, ce sont ces tout petits cratères ici qui vous forment des petites cuvettes. Les cratères plus complexes, déjà, ce sont ces cratères beaucoup plus gros où vous voyez un pic central, en général, qui est lié au rebond. C'est-à-dire que vous avez un impact, donc vous enfoncez la cible, et puis vous avez, donc ça c'est la première étape de compression, et puis lors de la décompression, vous avez un rebond du centre qui vous fait ce petit pic central. Alors vous pouvez voir tous ces cratères ici avec des pics centrales, ça veut dire déjà que c'est un impacteur suffisamment important. En tous les cas, son énergie est importante. Ça ne dépend pas que de la masse, ça dépend aussi de la vitesse. Alors bon, sur Vénus, on retrouve ces cratères. Alors ils se voient très bien parce que sur Vénus, contrairement à Mercure, on peut voir que sur Mercure, les cratères, finalement, c'est juste un cercle quasiment parfait. Il n'y a pas du tout d'éjecta, il n'y a rien. Bon, Mercure n'a pas d'atmosphère, c'est une petite planète. Sur Vénus, qui a une atmosphère, on voit tout de suite les éjectats qui retombent très proche du cratère d'impact. Donc tout ça, c'est l'éjecta. Là, vous avez le cratère et vous avez donc ce fameux pic central. Et alors, la troisième catégorie de cratères, c'est pour des cratères vraiment importants, vous allez avoir deux anneaux. Bon, pour les vraiment très importants, il pourrait même y en avoir trois, mais en général, le troisième, on le voit pas. Donc vous avez à ce moment-là soit une cuvette ou un pic central, et puis vous avez un premier anneau, et puis vous avez un deuxième anneau. Alors ça, c'est important pour la détection des gros cratères, comme par exemple le Chicxulub dont on parlera, parce que, en général, bien sûr, le deuxième anneau est moins visible. Finalement, c'est comme une onde. Vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez donc un trou, vous avez une première onde, un premier anneau, puis un deuxième, donc il y a un amortissement. Donc ça veut dire que le deuxième anneau est nettement moins visible en général, ce qui fait que si vous ne voyez pas ce deuxième anneau, vous voyez que celui-ci, vous dites c'est un cratère qui fait une certaine taille, mais en réalité, il peut être 2 fois plus gros. Donc ça, c'est simplement pour vous dire que la détermination de la taille d'un cratère dépend quand même beaucoup de l'observation qu'on peut en faire. Et sur Terre, bon, alors là, évidemment, sur Vénus, c'est relativement simple. Sur Terre, ça peut être beaucoup plus compliqué. Bon, alors là, pour montrer simplement et assez rapidement le tour du système solaire, donc à nouveau, sur Mars, pareil, des cratères d'impact relativement importants sur le satellite Phobos. Jupiter, donc les satellites de Jupiter,
où on voit toujours pareil ces fameux cratères, alors soit les cuvettes, soit les cratères avec un pic central. Et puis, si on continue la balade du système solaire, même en s'éloignant, bon, on voit que les différents satellites sont littéralement bombardés et présentent des cratères d'impact. Alors, plus proche de nous, bien sûr, la Lune. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, il suffit de regarder la Lune. Bon, sur la Lune, on voit bien sûr tous les cratères produits par ce bombardement et ces collisions entre corps célestes du système solaire. Donc là, on voit très bien le pic central sur ce cratère lunaire, ou ici des simples cuvettes comme celles que l'on présente ici. Alors, sur la Terre, c'est beaucoup plus difficile à voir, parce que d'abord, la Terre, il y a beaucoup d'eau. Donc déjà, il y a peu de cratères visibles, puisque 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Et d'autre part, la Terre est quand même très très active, donc il y a une érosion continuelle des cratères. Et enfin, la Terre est recouverte parce qu'il y a de la vie, donc vous avez de la végétation, vous avez tout ça, et ce qui fait que finalement, les cratères, pratiquement, on les voit très peu. Alors on a quand même recensé à peu près sur Terre 150 cratères météoritiques actuellement, qui finalement ont été recensés depuis assez peu de temps, puisque globalement, la plupart des cratères remontent, enfin leur découverte, c'est pas plus d'une trentaine d'années. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et alors, on peut voir ici simplement la distribution de ces cratères d'impact. On voit principalement, bien sûr, que dans les océans, quasiment, on n'en a détecté aucun. C'est extrêmement difficile. Bon, d'une part, déjà, l'essentiel des fonds océaniques a subducté, donc il n'y a plus de cratères visibles au-delà de à peu près 100 millions d'années. Et d'autre part, bon, il faut savoir que 4 km d'épaisseur d'eau, ça suffit quand même à ralentir un projectile de 500 mètres qui peut ne laisser absolument aucun cratère à la surface du... Par exemple, ce cratère-là, qui est l'impact d'Eltonine, en réalité, il n'y a pas de cratère visible. Je l'ai quand même compté dans les cratères parce que c'est un impact bien identifié, mais il est identifié uniquement par les débris d'impact tout autour de l'endroit qui a été reconnu à cet endroit. Mais des cratères en fait marins, finalement, il y a celui-ci, il y a le Montagnet et puis il y a le Mjolnir qui sont donc en cratères marins. Par contre, vous voyez que par exemple ici, vous avez une grande densité de cratères d'impact. Bon, ça ne veut pas dire que, bon, d'une façon générale, on peut dire qu'il y a une densité importante ici, importante aux États-Unis et importante en Australie. Bon, ça ne veut pas dire que les impacts se concentrent dans ces endroits-là, où on trouve que c'est un site privilégié pour bombarder, mais tout simplement, ça dépend quand même déjà de l'activité, c'est-à-dire, bon, ici, aux États-Unis, il y a une recherche importante et des études importantes sur ces cratères, qui a été surtout lancée bon, par les gens, la NASA, quand ils sont intéressés, bien sûr, à aller dans l'espace, pour comprendre les cratères, la morphologie des cratères. Donc, il y a des recherches relativement importantes aux États-Unis, d'où la découverte de cratères. Bon, en Australie également, bon, vous voyez qu'en Russie, il y en a quand même déjà nettement moins. Par contre, ici en Finlande, c'est un cas un petit peu différent, c'est parce qu'il y a eu la retraite des glaces qui a érodé complètement les sédiments qui recouvraient la Norvège, la Finlande et le Danemark. Et finalement, en se retirant, les glaces ont mis à nu carrément le socle, donc les cratères sont visibles. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de cratères. Ce qui veut dire quand même que comme image, la densité de cratères que vous avez ici, c'est globalement la même que vous avez partout. Donc, on a quand même un bombardement qui est identique à ce qu'on peut trouver sur d'autres planètes du système solaire, un bombardement très important sur Terre de ces phénomènes. Alors, le premier cratère qui a été finalement mis en évidence, c'est le Barringer, qui est en Arizona, qui est un petit cratère. C'est un cratère qui fait 1200 mètres de diamètre sur 300 mètres de profondeur. Donc Barringer, c'est quelqu'un qui, le premier a mis en évidence cette structure, c'est le premier à avoir dit que c'était un cratère d'impact. Il a passé plusieurs années à essayer de le démontrer. Il a recherché dans le fond du cratère, notamment les traces du projectile, en vain. Et finalement, c'est seulement en 1969 que Eugene Shoemaker, qui était le responsable d'ailleurs par la suite du programme spatial pour ce qui concerne la géologie. C'est Eugene Shoemaker qui, le premier, a mis en évidence que ce cratère était un cratère d'impact par
l'analyse des minéraux qui le constituent, et en particulier la découverte de minéraux choqués. Les minéraux choqués sont des minéraux, j'en parlerai un petit peu plus loin, ce sont des minéraux en fait qui sont liés à une déformation du réseau cristallin et qui nécessitent, pour obtenir ce type de déformation, d'avoir une onde de choc. Une onde de choc, c'est-à-dire c'est pas une onde de choc, un choc très important, plusieurs centaines de gigapascales, et une onde, c'est-à-dire pas un phénomène de pression statique, comme on peut avoir dans des volcans ou dans des phénomènes métamorphiques, mais un choc brutal avec une onde qui se propage. Et donc c'est le premier à avoir mis en évidence que ce cratère était un cratère qui résultait de l'impact d'un objet céleste, d'un astéroïde. Et en fait, on a retrouvé ensuite des traces un peu partout autour, et on a pu mettre en évidence donc, que ce cratère est produit par un astéroïde relativement petit, finalement, une trentaine de mètres. Je l'ai symbolisé à l'échelle ici par la petite bille rouge, qui a produit donc un cratère de 1200 mètres. Alors la question qu'on peut se poser, et c'est la question qui nous intéresse ici, c'est les effets finalement de ce type de phénomène. Alors pour ce type de cratère, et par la suite je vais vous en montrer donc d'autres, pour ce type de cratère, j'ai simplement symbolisé en rouge, ça c'est l'effet, donc 5 km c'est le rayon. Donc sur un rayon d'à peu près 5 km, la boule rouge représente la boule de feu. C'est-à-dire que sur ce rayon de 5 km, tout est porté à 2000 degrés. Température suffisante donc pour détruire absolument tout, toute vie et tout ce qu'il y a aux alentours. Et sur 20 km, je vous ai porté le souffle produit par ce type d'impact, c'est-à-dire le souffle qui correspond grosso modo à un ouragan de très très forte amplitude, puisque jusqu'à la zone bleue, vous auriez des vents d'à peu près 250 km/h qui suffisent donc à vous coucher tous les arbres, comme par exemple l'événement de la Tunguska, où on peut voir que la forêt a été dévastée. C'est à peu près le même type d'objet, et la forêt a été dévastée environ sur 10 000 km². Donc ça vous représente donc ce type d'impact, et je vais vous les représenter ici à l'échelle pour les autres types d'impact, c'est-à-dire le point rouge représentera la boule de feu, et le point bleu vous donnera la zone de souffle pour les différents cratères. Parce que tous ces cratères, bien sûr, ne sont pas équivalents. Ça, c'est un petit cratère, et on va grimper en taille dans les cratères. Par exemple, on va prendre le New Québec, qui se trouve au Canada, qui est un cratère déjà un petit peu plus gros, 3,5 km de diamètre, dont l'âge est de 1,4 million d'années. Bon, vous avez ici la zone bleue, le point rouge, on ne le voit pas trop à l'échelle. Bon, c'est un relativement petit cratère, donc les effets sont encore localisés, c'est-à-dire ils sont localisés à la région qui est dévastée par le point bleu. Alors si on monte, on va prendre le Bosumnui par exemple, 10 km de diamètre, qui a impacté il y a 1,1 million d'années, donc pas très loin. Bon, déjà là, vous avez une boule de feu que vous commencez à voir, qui est conséquente, et un souffle qui devient quand même relativement important, parce que ça suffit, rien que le souffle, pour effacer, par exemple, tout ce qui se trouve dans un pays comme l'Irlande, si ça tombe dessus. On va prendre un cratère encore plus gros, le Rhys, 24 km de diamètre, donc le Rhys qui se trouve en Allemagne, qui a un cratère qui a 15 millions d'années, et là, vous voyez que le souffle suffisamment important pour dévaster un pays comme la France, puisqu'il va porter... Grosso modo, vous avez un facteur d'échelle sur les cratères d'impact, c'est un objet. Le rapport entre la taille du cratère et la taille de l'impacteur, c'est un facteur 20. Et le rapport entre le souffle et la taille du cratère, c'est un facteur 20 aussi. Donc c'est relativement facile à se souvenir. Et le rapport entre la boule de feu et le cratère, c'est un facteur 5. Donc les calculs d'échelle sont relativement faciles à faire. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que pour un cratère de 24 km, le souffle va porter à peu près jusqu'à 500 km. Dans un rayon de 500 km, vous allez souffler tout ce qui trouve aux alentours. Donc ça, c'est pour des cratères. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'au-delà de 10 km de diamètre, les effets, en deçà, sont encore relativement localisés, mais à partir de 24 km de diamètre, les effets peuvent commencer à avoir des conséquences à l'échelon global. C'est-à-dire pas uniquement à l'échelle régionale, dans la mesure où, finalement, régionalement, on peut détruire un pays, mais on va parler quand même de catastrophes à l'échelle planétaire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à partir de quelle taille
un impact météoritique est susceptible effectivement d'avoir des effets à l'échelon mondial. Alors pourquoi au-delà de 10 km? Tout simplement parce que grosso modo c'est la hauteur de l'atmosphère et qu'à partir de 10 km, la boule de feu est suffisamment grande pour sortir de l'atmosphère et donc par conséquent injecter non seulement des débris, puisque forcément ça produit beaucoup de débris, de la poussière, qui vont donc partir sur des orbites balistiques et qui vont retomber sur toute la planète, et puis injecter bien sûr des gaz parce qu'il y a énormément de gaz qui vont être libérés lors de ce type d'impact, et un certain nombre de gaz peuvent être relativement nocifs. Des gaz donc qui, pareil, vont englober l'ensemble de la planète. Bon, c'est ce qui est symbolisé ici, vous voyez que la boule de feu franchit largement l'atmosphère. Donc un cratère un petit peu plus gros encore, le Karakoul, qui se trouve donc au Tadjikistan. C'est un cratère de 52 km de diamètre. On ne connaît pas son âge exact, c'est moins de 5 millions d'années. Mais là, dans ce cas-là, on se rend compte qu'à ce niveau-là, la boule de feu est quand même très importante, puisque, si j'applique le facteur d'échelle, ça fait quand même 250 km. Donc dans un rayon de 250 km, tout est porté à 2000 degrés. Et puis vous avez le souffle qui est susceptible de souffler tout ce qui se trouve, par exemple, pour un continent comme l'Australie. Mais vous avez des cratères encore plus gros, le Popigaï, 100 km de diamètre, 35,7 millions d'années. En plus, vous en avez deux comme ça, qui sont datés dans un mouchoir de poche, on en parlera, parce que le Popigaï, c'est le cratère de la fin de l'Éocène, qui a produit donc des bouleversements, cette fois, qui sont quantifiables à l'échelle de la planète. Le second, c'est le Chesapeake Bay qui se trouve ici. Donc vous avez deux cratères de ce type. Donc là, 100 km de diamètre, ça vous fait donc un souffle qui est porté jusqu'à 2000 km. Dans un rayon de 2000 km à peu près, tout est dévasté. Donc là, vous dévastez un continent, mais pas seulement un continent, puisque là, vous avez vraiment des effets à l'échelle mondiale avec injection de matière. Et puis entre 100 km et puis 200 km, et voire au-delà, là, ce sont des cratères qu'on appelle les killers, parce que c'est des cratères qui sont susceptibles, cette fois, de produire des extinctions d'espèces. Bon, comme le fameux cratère du Chicxulub, qui est tombé il y a 65 millions d'années et qu'on rend responsable donc de la disparition des dinosaures. Alors le cratère du Chicxulub, donc vous le voyez ici, vous voyez que sur un cratère de... Bon, on ne le voyait pas tellement, mais sur un cratère de 180 km, là on voit très bien les trois anneaux, c'est-à-dire le cratère central, le premier anneau et le troisième anneau. Alors le cratère du Chicxulub, 200 km de diamètre, on ne le voit absolument pas. Si vous allez à la pointe de la péninsule du Yucatan, bon, il n'y a rien à voir, hein, vous ne verrez pas une grande cuvette comme ça. Ça, c'est uniquement une image gravimétrique. Il est enfoui recouvert de 3000 mètres de sédiments, donc on ne voit absolument rien. C'est juste pour dire que, comme la Terre est une planète vivante, forcément, un cratère d'impact, c'est très vite recouvert, très vite comblé par l'érosion, par le vent qui va le remplir de matériaux, et ce qui fait que les cratères d'impact, quasiment, ne sont pas visibles à la surface de la Terre. Alors là, bon, je terminerai avec les effets. Donc les effets, j'ai fait un petit résumé de tout ce qu'on connaît à peu près aujourd'hui des effets. Bon, finalement, c'est assez catastrophique si on prend des très gros cratères. Bon, globalement, pour des projectiles qui sont inférieurs à 500 mètres, donc des cratères inférieurs à 10 km, on a essentiellement des effets localisés. Les principaux effets, c'est bien sûr le tremblement de terre, le souffle, la boule de feu, et raz-de-marée, ce qui est quand même pas négligeable non plus, si ça tombe dans l'océan. La probabilité est quand même plus importante que ça tombe dans l'océan. Bon, vous avez la durée aussi, c'est-à-dire que il y a des effets qui ont des durées quasi instantanées. Le raz-de-marée, ça peut avoir une durée un petit peu plus longue. Maintenant, pour les objets qui sont beaucoup plus gros, c'est-à-dire des objets supérieurs à 500 mètres, et forcément, plus l'objet augmente en taille, plus vous aurez des effets qui sont marqués ici, qui sont de plus en plus importants, mais le véritable problème ici, ce n'est pas finalement de faire la liste de ces effets qu'on connaît relativement bien, plus ou moins bien, mais c'est surtout de savoir finalement comment ils vont se combiner l'ensemble de ces effets. Alors, je dirais que plutôt que de lire la liste, je résumerai en 3 types, hein, c'est-à-dire qu'à une échelle de temps très courte, c'est au moment de l'impact, quelques heures, vous allez avoir principalement l'effet de la boule de feu, donc c'est un effet de grille, bien sûr, donc dans toute la région qui est impactée, qui est quand même relativement importante pour le cratère du Chicxulub, parce que ça représente donc la boule de feu du cratère du Chicxulub est de l'ordre dans un rayon de 1000 km.
Donc sur 1000 km, tout est détruit, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez des effets qui sont liés bien sûr au souffle, etc. Mais après, ce sont tous les effets liés à l'injection de matière, c'est-à-dire à la retombée. Donc ça, vous allez avoir tomber des débris du projectile ou des poussières ou autres, va entraîner, d'une part, un obscurcissement plus ou moins important de l'atmosphère, avec un refroidissement des couches basses de l'atmosphère, un réchauffement d'ailleurs des couches hautes de l'atmosphère. La retombée des débris également va entraîner localement des échauffements de température qui peuvent être très importants, parce que dans le cas d'un impact type Chicxulub, des débris, vous en avez quand même plusieurs milliards de tonnes qui retombent. Donc l'ensemble de ces débris va déclencher des feux de forêt, et à la limite KT, par exemple, la fin du Crétacé pour les dinosaures, on a pu mettre en évidence ces feux de forêt, puisqu'on sait que 50% globalement de la biomasse a brûlé à l'époque. Donc vous allez avoir un dégagement de CO2, de suie et autres, qui là aussi va avoir un rôle de refroidissement. Et puis il faut savoir que les projectiles principalement sont des chondrites de type carboné, qui peuvent contenir de grandes quantités de soufre. Donc vous allez avoir injection de sulfure, de dioxyde de soufre principalement, qui est un gaz relativement à effet refroidissant. Et donc, ce que vous aurez dans un second temps, quand vous combinez l'ensemble, c'est surtout un refroidissement de l'atmosphère. Et puis par la suite, vous allez avoir, alors ça peut être à l'échelle de quelques mois, voire de quelques années. Et ensuite, vous avez un effet de réchauffement qui est lié principalement au CO2, lié au fait que vous avez brûlé des forêts, vous avez donc relâché beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et également, parce que les météorites contiennent du carbone, elles peuvent en contenir des quantités importantes. Et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir un réchauffement de plusieurs siècles. Là, c'est pour vous dépeindre un tableau de ce qu'on connaît, des impacts, pour dire, les impacts, ça existe, qu'il y a des grands cratères, effectivement, que ces cratères, on les voit, on connaît leur taille, on est capable de calculer donc l'énergie de l'impacteur, et on est capable de dire à peu près les différents types d'effets qui peuvent se produire à partir de ce type de phénomène. Alors le problème, c'est que bien sûr, moi je vous raconte tout ça, et puis probablement, peut-être quelque part, vous vous dites « ouais, d'accord, c'est bien, mais enfin finalement, est-ce que tout ça c'est bien vrai parce que ça appartenait à un certain passé, puis aujourd'hui peut-être qu'il n'y a pas ». Et puis dans le fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ces différents effets et surtout comment ils se combinent, c'est-à-dire on va refroidir, on va réchauffer, on va refroidir, on va réchauffer. Alors peut-être que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc la seule solution pour essayer de se faire un peu une idée, c'est finalement, comme dans tout domaine dans les sciences de la Terre, c'est d'aller essayer de voir dans le passé ce type de phénomène, de regarder dans le passé si effectivement il y a eu, on sait qu'il y a eu des impacts, puisque je vous ai montré des cratères qui sont datés, qui sont connus, et d'essayer de voir finalement si ces cratères, si ces impacts ont produit des phénomènes ou est-ce qu'au contraire, ils n'ont rien produit. Et alors là, on va donc regarder dans le passé. Et dans le passé, quand on regarde dans le passé, on va prendre des enregistrements sédimentaires, c'est-à-dire au fond des océans, tout ce qui vit se dépose, et donc on peut, en faisant des carottes, remonter le cours du temps et avoir une analyse relativement détaillée finalement de ce qui s'y passe. Alors là, je vous ai représenté sur cette figure finalement les 300 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre, et j'ai redistribué les différents cratères en fonction de leur âge connu, en fonction également de leur taille, c'est-à-dire que le Chicxulub, le 180 km le plus gros, et puis après vous avez les 100 km de diamètre, etc. Donc vous voyez les petits cratères d'impact, des gros cratères d'impact. Quoi d'autre? Si, les barres noires ici, l'épaisseur, vous représente l'incertitude sur l'âge. Ça c'est un point important. Alors vous voyez que vous avez des cratères comme le Chicxulub là, qui commence à être très très bien daté, 65 plus ou moins 0,1 million d'années, donc on commence à bien connaître l'âge de ce cratère. En revanche, vous avez des cratères dont l'âge est quand même relativement peu défini. Et en face, je vous ai mis les grandes périodes d'extinction, c'est-à-dire, les périodes d'extinction, alors c'est là aussi où il y a un problème de définition. Qu'est-ce qu'une période d'extinction? C'est, on va dire, on a un certain bruit de fond, c'est-à-dire des espèces qui vivent, qui meurent naturellement. Et puis de temps en temps, dans l'histoire de la Terre, il y a une augmentation de finalement ce taux d'extinction. Il y a plus d'espèces qui disparaissent que d'autres. Alors ça peut être quelque chose de lent, c'est-à-dire qu'il y a une accélération pour des raisons qu'on essaie de comprendre,
ou alors ça peut être assez rapide. Donc en général ici, à ce moment-là, on va avoir des pics relativement plus importants que le bruit de fond moyen ici. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va faire on va regarder ça, puis on va essayer de faire des corrélations, et puis alors on voit qu'effectivement, on a des périodes d'extinction, et puis à chaque période d'extinction, c'est bien parce qu'on a un cratère d'impact. Alors on peut faire comme ça et se dire, ah bah tiens, voilà, est-ce que effectivement, ce n'est pas la preuve que les impacts ont un effet très très important, puisque à chaque fois, bon, bah, vous voyez, on va prendre ici, vous avez la transition Trias-Jurassique, bon, vous avez l'impact du Manicouagan, qui est quand même un cratère de 100 km, ce n'est pas un petit cratère, donc effectivement, bon, vous avez le fameux cratère Crétacé-Tertiaire, donc vous avez une extinction importante. Bon. Alors, évidemment, si on regarde un petit peu mieux, on se dit, ouais, d'accord, mais enfin là, j'ai une énorme extinction, et puis là, j'ai un tout petit cratère, quoi, par rapport à, effectivement, si je les mets en surimprimé, voilà. Hein, si je regarde ici, j'ai l'extinction la plus importante de ces 300 derniers millions d'années, ça c'est l'extinction Permien-Trias. Et puis j'ai un petit cratère qui fait 40 km, bon, c'est déjà pas mal, mais enfin, je vois tout en haut, là, le passage Éocène-Oligocène, j'ai quand même une petite extinction par rapport à deux gros cratères. Alors, bon, bien sûr, on va dire, oui, c'est vrai, mais l'enregistrement des cratères n'est absolument pas complet. C'est-à-dire que l'image que je vous donne ici des cratères, ce n'est pas tous les cratères qu'on connaît, puisque bon, les 2/3 sont sous l'océan, on n'en sait rien. Il n'y a pas de raison ici que tous les cratères soient représentés. Donc peut-être y a-t-il eu des cratères plus importants. Alors effectivement, c'est vrai, puisque par exemple, si on prend cette extinction, on avait un petit cratère de 22 km, Ghost Bluff en Australie, et puis récemment, on a découvert le Mjolnir qui se trouve donc dans la mer de Barents, donc sous l'océan, qui est déjà un cratère plus gros, 40 km, et qui est daté à peu près aux incertitudes près, donc même âge que la transition Jurassique-Crétacé. Puis encore plus récemment, on a découvert un très gros, le Morowenk, en Afrique du Sud, qui est daté pareil aux incertitudes près. Et alors lui, on ne sait pas trop sa taille, 70 ou 340. Pour le problème, c'est le problème des anneaux. C'est-à-dire, bon, si on a un seul anneau, bah, il fait 70. Si on a un deuxième anneau, ça fait 340. Et comme ce n'est pas évident, bah, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, on ne sait pas trop quelle est sa taille. Bon, là, ça voudrait dire qu'on a vraiment un impact très, très important et qui n'aurait pas produit une extinction trop forte. Mais c'est juste pour vous illustrer que cet enregistrement n'est pas complet. Donc, de toute façon, on ne peut pas tirer de leçons actuellement de l'extinction par rapport, de l'importance de l'extinction par rapport à la taille du cratère. Et puis alors, il y a un autre phénomène, donc là, c'était Vincent Courtillot donc, qui était venu pour en parler, et qui est un phénomène tout à fait vrai, qui est qu'on peut faire le même type de courbe avec les épisodes volcaniques. À savoir, on peut mettre en phase les grands épanchements volcaniques, les grandes phases d'épanchement volcanique, et on va trouver comme ça un certain nombre d'épanchements. Hein, et quand on regarde, c'est vrai que c'est pas mal, ça marche assez bien. Alors ici, les largeurs, ce n'est pas forcément des incertitudes. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, les largeurs, je vous montrais, c'est des incertitudes de datation. Alors qu'ici, les largeurs, c'est soit des incertitudes de datation, soit des durées d'événements, parce que les épisodes volcaniques, ce n'est pas des phénomènes instantanés comme un impact. Donc, bon, ça peut aussi être combiné avec des incertitudes de datation, parce que ce n'est pas facile non plus de dater correctement des phénomènes relativement âgés. Donc, vous voyez, par exemple, là, à nouveau, on va dire le Décan, tiens, c'est comme le Chicxulub, il commence à être relativement bien daté. Hein, comme quoi les études sont quand même beaucoup concentrées sur ce phénomène ici. Mais alors, ça marche pas mal, et je dirais même que je serais assez d'accord avec Vincent, que ça marche même mieux que les impacts, parce qu'actuellement, bah, on a quand même le phénomène volcanique le plus important, hein, qui est représenté par la taille de ce cratère ici. Le phénomène volcanique le plus important aurait produit une extinction très importante. Des phénomènes plus petits produisent des extinctions plus faibles, etc. Bon, et ici, on voit le Décan, le second en importance, qui produit effectivement... Donc, ça marche très bien, c'est assez joli, et on aurait tendance à se dire, bah oui, voilà, c'est effectivement les phénomènes volcaniques qui produisent ces fameuses extinctions, et dans le fond, bon, peut-être que les cratères d'impact ne font rien du tout, et peut-être que tout ce que je vous ai raconté sur les énergies, sur les boules de feu, sur le souffle, sur tout ça,
Bah, tout ça, finalement, c'est un peu pas des bêtises, mais je veux dire, c'est de la science-fiction, c'est un mythe, c'est pas réel. Alors, on peut tracer cette belle droite qu'avait fait Vincent Courtillot, qu'il présente un petit peu à chaque conférence, où vous portez l'âge des extinctions majeures en fonction de l'âge des phénomènes volcaniques. Et les points bleus, donc, vous représentent les grands épanchements volcaniques. Et alors, vous trouvez une très jolie droite. C'est assez beau. Bon, bien sûr, moi, j'ai porté les phénomènes d'impact et je trouve à peu près la même droite. Et on peut porter n'importe quel phénomène, d'ailleurs, que ce soit par exemple, les grands épisodes de régression et de transgression marine, les grands épisodes de phénomènes anoxiques, etc. Et vous trouverez toujours une jolie droite. Alors, c'est vrai que quand on la présente comme ça, on se dit, ouais, c'est chouette, on a des points, hein, parce qu'on se dit c'est un truc mathématique, on a des couples de points, on les place et on trace une droite. Mais on oublie quelque chose. Et je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui voient où est le problème avec ce type de diagramme. Parce qu'en fait, ce diagramme est faux. Il est complètement faux, puisqu'on peut tracer de toute façon des droites avec tout et n'importe quoi. Il est complètement faux. Parce que sur ce type de diagramme, en fait, alors on peut essayer. On va essayer, je vous ai préparé juste ça pour le voir. Parce que moi, j'ai mis du temps quand même à me rendre compte que le diagramme était faux. Et je voudrais voir si... Alors, j'ai préparé quelque chose. Ce n'est pas toujours facile à expliquer. Je me suis dit, on va prendre un événement A, d'âge quelconque, et un événement B, d'âge quelconque. Deux événements différents. On va regarder pour les mettre en coïncidence. Alors voilà, on a un événement A, il est d'âge, j'ai pris au pif, 140 millions d'années, et puis l'autre, 250 millions d'années. Et alors on va s'imposer une règle, on va dire, ça c'est les barres d'erreur, ou c'est les durées, peu importe, la largeur, donc là j'en ai pris deux différentes, ça pourra varier. Et puis la règle qu'on va se dire, c'est que, finalement, et c'est la règle qu'on applique, c'est là où le diagramme est faux, on se dit, on va garder que les points qui sont sur la droite. Parce que si j'ai un événement A et un événement B, qui ne sont pas sur la droite, ils ne sont pas en coïncidence. Donc, je vais garder que les points sur la droite. Donc, celui-là n'est pas sur la droite, alors je vais l'enlever. Et puis, je vais continuer. Tiens, là, ils ne sont pas sur la droite non plus, alors je vais les enlever. Et puis, je vais continuer comme ça. Ils ne sont toujours pas sur la droite, donc je vais les enlever puisqu'ils n'y sont pas. Et justement, comme ils ne sont pas en coïncidence, ces deux événements, ils ne m'intéressent pas. Je continue de les enlever. Bon, celui-là, est-ce qu'il est sur la droite? Pas vraiment, parce qu'en fait... il ne coupe pas tout à fait, donc je vais continuer à l'enlever. Et je peux continuer comme ça. Là, j'en trouve un sur la droite, alors je le laisse. Et ainsi de suite. Bon, là, je vais un peu plus vite en mettant l'ensemble des événements A et l'ensemble des événements B. Et j'ai gardé un certain nombre de points sur la droite. J'ai plus qu'à enlever et j'ai tracé une droite. Voilà. Et c'est ça le truc. C'est que, en fait, le problème, c'est que votre règle, c'est que vous dites, je vais garder des événements qui sont sur la droite. J'enlève tous les autres. Alors, je replace les points. Bon, il se trouve que je les avais choisis quand même un tout petit peu pour coller avec les points des impacts et des volcans. Mais avec une petite nuance quand même, c'est que, vous voyez, je me rends compte que ce joli point que j'ai mis, en fait, il est en coïncidence avec rien du tout. Parce que c'est un événement d'impact ici qui a 110 millions d'années, avec une barre d'incertitude qui est bien connue. Et l'extinction proprement dite, elle a lieu ici à 120 millions d'années, avec une barre d'incertitude relativement bien connue. Et ce point n'est absolument pas sur la droite. Or, si vous avez une extinction, par exemple, je vais vous parler, les mammouths, ils sont éteints il y a 10 000 ans. Alors 10 000 ans, c'est où ici sur l'extinction? C'est là. Et puis, il y a eu un impact il y a 1,5 million d'années. C'est où? C'est là. Donc, c'est sur la droite. Donc, je vais mettre sur la droite. Mais cela dit, un impact il y a 1,5 ou 2 millions d'années, l'extinction des mammouths, c'est complètement différent. Donc, le problème que vous avez ici, c'est que vous avez besoin d'abord de définir si vos points sont en coïncidence. Ce n'est pas parce qu'ils sont en coïncidence que vous tracez une droite. S'ils ne sont pas en coïncidence, vous n'avez aucune raison de tracer une droite. Et là, vous avez un problème qui est lié à la résolution. C'est-à-dire la résolution temporelle de la définition de votre événement, c'est-à-dire de l'événement A et de l'événement B, à savoir quelle est la définition temporelle de l'extinction, quelle précision vous avez, et quelle précision vous avez sur le phénomène d'impact ou sur le phénomène volcanique, pour pouvoir les mettre en coïncidence. Parce que, effectivement, si ma précision sur l'extinction des mammouths est de 2 millions d'années et que la précision sur mon impact est de 2 millions d'années, je vais dire qu'ils sont en coïncidence tous les deux. Mais si j'en ai un que je date à 10 000 ans plus ou moins 2000 et que l'autre, je le date à 1,5 million d'années plus ou moins 0,1, je ne peux plus les mettre en coïncidence tous les deux. Et ça, c'est le problème de la mesure et de la détermination de ce type de droite. Alors,
le problème, il vient d'où? C'est qu'on ne travaille pas sur les mêmes enregistrements. Savoir qu'ici, ce sont des datations qui sont effectuées sur des cratères d'impact, c'est-à-dire on prend un petit bout de roche dans le cratère, on le mesure, on le date, et puis on a une barre d'erreur. Les extinctions, c'est dans les sédiments. C'est-à-dire on a un enregistrement sédimentaire, et puis on va établir une échelle d'âge à partir de différentes techniques, et puis on va dire, ben voilà, ça s'est éteint, mais on n'a pas en fait de mesure directe sur le même enregistrement de l'impact ou du phénomène volcanique et de l'extinction. Si on pouvait faire cette mesure directe, c'est clair qu'on pourrait tout de suite voir si c'est ou non sur la droite. Mais là, on ne l'a pas fait, on a des barres d'erreur, alors c'est plus ou moins à peu près sur la droite, à quelques millions d'années près. Alors, le truc, c'est qu'il faut travailler dans les mêmes enregistrements. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est travailler dans les enregistrements sédimentaires, principalement, parce que ce sont ceux qui remontent le plus loin. Et encore, comme on le voit, ils ne remontent pas forcément très très loin, parce que ceux qui ont la meilleure définition, qui sont, je dirais, relativement continus, qui posent le moins de problèmes, c'est les dépôts marins. Et comme les fonds marins ont été subductés pratiquement, je dirais, 80 derniers millions d'années, eh bien, on n'a pas de fonds marins qui remontent au-delà. Donc déjà, c'est difficile d'aller voir tous ces événements. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a des fonds marins qui sont remontés aussi liés à la tectonique des plaques et qui aujourd'hui sont sur les continents. Donc on peut regarder sur les continents, mais c'est plus délicat de trouver des dépôts bien connus sur les continents, du fait que déjà il y a une couverture végétale importante, donc vous n'avez pas accès à tous les dépôts, et d'autre part il y a une altération plus importante, donc les enregistrements ne sont pas les meilleurs. On va commencer notre travail forcément par des enregistrements relativement simples, les dépôts marins, et on va essayer de prendre quand même deux événements importants pour pouvoir regarder si on peut les mettre en évidence. Donc on va choisir la KT et on va choisir l'Éocène, Oligocène. Et on va vraiment regarder là si on peut mesurer et voir les effets de cet événement, et est-ce qu'on peut voir aussi cet événement. Donc la limite Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, donc je rappelle définie par un cratère de 180 km de diamètre, qui se trouve donc sur la péninsule du Yucatan au Mexique, et puis en même temps, on a en concurrence un phénomène volcanique, daté aussi à 65 millions d'années, qui se trouve en Inde, c'est les épanchements donc, des trappes du Décan. Alors on peut voir déjà sur cette image que ça c'est un phénomène de relativement longue durée, parce qu'ici les épanchements, on voit des coulées, une succession en fait, d'empilements de coulées, avec des dépôts sédimentaires entre chaque coulée, c'est-à-dire qu'on a des coulées, parce que les phénomènes volcaniques, ce n'est pas des grands phénomènes explosifs, surtout ce type-là, hein, c'est des phénomènes basaltiques, donc c'est des coulées de lave, ce qu'on appelle un épanchement justement, qui va durer, par exemple, pendant un certain temps, hein, et puis ça va s'arrêter, et puis ça repartira après, et puis ça s'arrêtera, puis ça repartira, puis ça peut durer comme ça pendant plusieurs millions d'années. Donc au total, quand vous prenez le total, ça fait, sur 1 million d'années, ça fait quand même des coulées de lave qui sont extrêmement importants, et c'est ce qu'on vous dira, c'est grosso modo la surface de la France sur 2 km d'épaisseur de coulées de lave. Mais ça ne s'est pas produit en 5 minutes. Bon, l'impact du Chicxulub, c'est une montagne genre Himalaya qui déboule à 25 km par seconde et qui impacte à un moment donné, à un endroit donné. Et lui, il a des effets immédiats sur l'ensemble. Alors, on essaye de savoir un petit peu lequel des deux on peut déconvoluer dans l'enregistrement sédimentaire. Donc, la limite Crétacé-Tertiaire, je vous la présente sur le terrain. Donc, voilà typiquement un enregistrement. Vous avez ici les marnes calcaires du Crétacé. Donc là, il y a de la vie. Il y a de la vie, ça se voit rien qu'à la couleur, parce qu'il y a du calcaire, c'est-à-dire les organismes, les micro-organismes marins fabriquent leur squelette à partir du calcaire. Ce sont des squelettes calcaires, et c'est ça qui donne cette couleur blanche, c'est la vie qui tombe au fond de l'océan. Et puis là, vous avez donc la limite proprement dite, qui est caractérisée par une petite couche d'argile, qui fait quelques centimètres d'épaisseur, voire dans les meilleurs sites quelques millimètres d'épaisseur seulement, donc c'est quelque chose, un contact qui est très très abrupt, et brutalement vous tombez dans des argiles, ce sont les marnes du tertiaire, caractérisées donc par une chute importante du taux de carbonate, qui est symbolisé ici. Donc vous avez ici les carbonates, alors ici ce que ça vous représente c'est les espèces de plancton. Vous avez ici 80% des espèces de plancton et 40% des espèces bentoniques qui s'éteignent juste à la limite, c'est-à-dire au contact dans cette petite couche d'argile. Alors ça, ce passage, on peut le dater relativement précisément si on a des points de datation avant et après. Et on va prendre comme référence
La magnétostratigraphie, donc la magnétostratigraphie, très succinctement, c'est simplement que le champ magnétique terrestre n'a pas toujours pointé vers le pôle nord. Dans le passé, il s'est inversé et il pointait parfois dans l'hémisphère sud, parfois dans l'hémisphère nord. Et il s'est inversé un certain nombre de fois et il suffit simplement de compter les inversions, c'est-à-dire depuis l'actuel jusqu'à ce qu'on regarde, et on compte les inversions et on s'aperçoit que là, on est donc dans la 29 reverse, c'est-à-dire qu'à cette époque, le champ magnétique pointait vers le pôle sud. Alors, ces inversions sont parfaitement bien datées. Donc, je souligne, et c'est important, le fait que la limite Crétacé-Tertiaire est connue. C'est 300 000 ans avant la 29N et 600 000 ans après la 30N. Et donc, on a des points de datation relativement précis actuellement. Et maintenant, si on connaît la vitesse de sédimentation avant et après, et on peut la mesurer, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent, ça a été fait très récemment d'ailleurs, de mesurer, à nouveau d'ailleurs c'est le COSMIC qui répond à la question, puisque on utilise le flux d'hélium 3, c'est les apports permanents de poussière interplanétaire, qui s'enregistrent également, alors elles de façon continue, dans le sédiment. Et cet enregistrement permanent, c'est un chronomètre finalement, vous saupoudrez, vous avez un flux permanent, et vous enregistrez, donc si la vitesse de sédimentation s'accélère, si vous avez un taux de sédimentation très élevé, vous diluez ce flux, et puis si au contraire ça diminue, vous augmentez ce flux. Donc connaissant le taux de sédimentation dans ces types de coupes, on peut dire avec précision quelle est la durée de cet événement. Donc pour ce qui est de l'extinction, c'est à l'échelle de moins d'une trentaine d'années actuellement, c'est-à-dire c'est pour la meilleure résolution qu'on puisse avoir, cette petite couche d'argile représente moins de 30 ans. C'est en moins de 30 ans, les espèces sont éteintes. Bon, ça, c'est la limite de notre résolution actuelle sur un enregistrement sédimentaire. Alors bon, à la limite KT, qu'est-ce qui a été découvert? Finalement, c'est déjà une importante anomalie en iridium, qui est juste, alors là, je vous l'ai représenté à l'échelle, vous avez la distribution qui est juste à la limite, c'est-à-dire vous avez un maximum ici, et puis vous avez une décroissance de l'iridium. Alors là, après, ça dépend un peu des sites. Je vous ai montré 2 sites, la LKF en Tunisie, ça, c'est un forage dans l'océan Indien, qui vous montre un peu la distribution de l'iridium. Je vous ai mis également sur une carotte toujours des sédiments marins qui remontent jusqu'au Crétacé, presque en continu, la mesure de l'iridium qui vous montre l'importance de cet événement à la limite Crétacé-Tertiaire par rapport à tous les autres, même celui de l'Éocène-Oligocène qui se trouve, j'ai même moi du mal à le voir, il se trouve ici, donc il vous fait une petite anomalie. Là, on peut voir un certain nombre d'impacts, on peut les détecter. Bon, ça devient un petit peu limite, surtout dans ce type de carotte. Mais grosso modo, donc, cet événement qui est relativement important ici. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que l'iridium, quand même, l'essentiel monte et principalement, essentiellement, dans cette petite couche-là. Alors, comme on en voyait un petit peu au-dessus, là, on peut le voir avec cette courbe rouge qui s'étend, et un petit peu en dessous, il y a eu la question de se dire, ouais, mais c'est peut-être les volcans, justement, qui ont expulsé un petit peu d'iridium avec un maximum ici. Bon. Alors ça a été un débat là-dessus, notamment avec Vincent, pour dire, c'est peut-être finalement le volcanisme qui est responsable de cette anomalie en iridium et pas du tout l'impact. Bon, depuis, on a trouvé bien sûr d'autres traceurs pour tracer ce phénomène d'impact, qui eux sont juste dans la couche d'argile. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces extensions et ces anomalies, c'est surtout lié à des problèmes de diffusion chimique de l'iridium. C'est un métal assez mobile qui est susceptible de diffuser. Et puis ici, il y a des temps de résidence. Vous voyez bien, vous n'avez pas la même distribution de l'iridium sur LKF que sur l'océan Indien. Et en réalité, vous n'allez pas trouver les mêmes durées d'événements ici d'une coupe à l'autre. Ce qui veut bien dire que les distributions d'iridium ne représentent en rien, de toute façon, une durée d'événement. Si c'était lié au décan, on devrait avoir la même durée, quels que soient les sites qu'on regarde. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment des problèmes de diffusion, et on peut le démontrer en regardant des marqueurs d'impact, des marqueurs solides, c'est-à-dire des minéraux, par exemple, qui ne sont pas affectés par la diffusion chimique ou un temps de résidence dans le réservoir océanique. Et si on regarde les marqueurs, alors les marqueurs solides, eux, ils sont concentrés uniquement dans la couche d'argile. Ils sont juste susceptibles d'être remaniés mécaniquement par ce qu'on appelle l'activité biologique, la bioturbation, mais c'est tout. Alors là, je vous montre le spinel nicellifère oxydé. Je dirais, c'est très succinct. C'est un minéral qui n'existe ni sur Terre ni dans les météorites, il n'existe nulle part, sauf quand une météorite rentre dans l'atmosphère. Parce que pour produire ce type de minéral, il vous faut 2 choses. Il vous faut un matériau riche en nickel. Il n'y a que les météorites qui sont riches en nickel. La croûte terrestre en est très, très appauvrie.
parce que le nickel est concentré dans le noyau de la planète. Et 2, surtout, il vous faut des pressions d'oxygène très élevées. Bon, alors là, tous les volcans, les magmas ont des pressions d'oxygène très faibles. En revanche, quand vous avez une... Alors, quand je dis très élevées, c'est même supérieur aux pressions d'oxygène que vous pouvez rencontrer actuellement, parce qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, mais même supérieur à ces pressions-là. Or, quand une météorite rentre dans l'atmosphère terrestre, à ce moment-là, vous avez une surpression, parce qu'il rentre à très grande vitesse, donc vous avez une pression dynamique, vous montez à plusieurs centaines de bars de pression sur l'objet, et vous êtes susceptible donc de former par fusion ces petits cristaux que sont les spinels nickélifères. Alors ceux-là, ils sont vraiment indicatifs d'un phénomène cosmique. C'est-à-dire quand vous les trouvez dans les sédiments, vous êtes sûr que vous avez eu une chute de météorite. Ça ne veut pas dire forcément un gros astéroïde, mais ça veut dire qu'il y a eu de la matière cosmique qui est tombée. Alors plus il y en a, évidemment, plus l'astéroïde est gros, en général. Bon, les quarks choqués dont j'ai parlé vaguement, donc vous voyez ces fameuses déformations lamellaires, et ces déformations-là sont caractéristiques d'une onde de choc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire ce type de déformation à partir d'un phénomène volcanique, tout simplement parce que si vous mettez une pression statique, tout ce que vous faites, c'est que vous amorphisez complètement votre quartz, donc vous n'avez pas ces lamelles que l'on peut voir ici, vous avez simplement du verre. Alors que dans une onde de choc, vous avez juste un passage, c'est-à-dire une onde de compression-décompression, et c'est ça qui vous crée le long des réseaux ces fameuses déformations. Bon, d'autre part, il faut des pressions également très élevées. Donc ces minéraux sont réellement caractéristiques d'un impact. Et puis bon, vous avez les verres d'impact. Donc là, pour la limite KT, aujourd'hui, on est sûr qu'on a effectivement un événement d'impact qui est en coïncidence avec un événement d'extinction majeur à moins de 30 ans. Alors, ça, c'est valable en tous les cas pour tout ce qui est le plancton marin, hein, les espèces planctoniques et les espèces benthiques. Alors, récemment, on a pu démontrer que pour les ammonites qu'on pensait s'éteindre avant, qu'elles vont effectivement jusqu'à la limite. Donc, les ammonites, aujourd'hui, la discussion, je pense, est résolue dessus. Maintenant, les dinosaures, est-ce que les dinosaures ont réellement disparu pile poil en phase avec cet événement ? Ça, on ne peut pas dire, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas d'enregistrement continu des dinosaures. C'est-à-dire vous ne trouvez pas un os de dinosaure tous les millimètres comme vous trouvez un fossile de plancton. Donc, c'est relativement difficile. Donc, sur les coupes nord-américaines, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un mètre en dessous de la limite, on a un fossile de dinosaure. Donc, on sait qu'il y avait quand même encore des dinosaures 1 mètre sous la limite, qui représentent quelques dizaines de milliers d'années quand même. Et 30 cm sous la limite, on a des traces de pas de dinosaures. Donc on sait que quelques milliers d'années avant l'impact, il y avait encore des dinosaures qui couraient sur Terre. Alors il y a des gens qui ont dit oui, mais enfin, bon, ils étaient à bout de course, ce qu'elle veut dire, ils étaient fatigués, et de toute façon, ils allaient s'éteindre de leur belle mort naturellement. Bon, ça c'est possible, hein, tout le monde s'éteint un jour de sa belle mort. Mais il y a quand même des accidents de voiture, des choses comme ça. On peut s'éteindre d'autres choses que de sa belle mort. Et en l'occurrence, bon, c'est vrai que si on regarde, bah, c'est quand même assez frappant parce que c'est juste en dessous. Mais bon, donc le débat reste ouvert et les études là-dessus continuent. C'est pour ça que je m'occupe d'un programme là-dessus dans le sud de la France, parce qu'on a beaucoup de sites de fossiles de dinosaures et qu'on recherche les traces d'enregistrement de ce phénomène d'impact pour essayer de voir la coïncidence entre les deux événements. Donc les dinosaures, bon, bah, suite au prochain débat, on ne sait pas encore vraiment si c'est là. Bon, bien sûr, moi, ma conviction, c'est que c'est là, mais ça, c'est juste ma conviction à moi. Alors le décan, je vous montre, bah, sur la même échelle, hein, mesuré pareil, dans les mêmes conditions et tout. Le décan, c'est clair que lui, on est sûr et certain qu'il a commencé dans la 30 normale. C'est sûr. D'ailleurs, c'est les mesures de Vincent Courtillos, hein, ce n'est pas les miennes. Il a commencé dans la 30 normale, ici, et il s'est terminé dans la 29 normale. C'est sûr et certain, il n'y a aucun doute sur le décan. Ça peut même être plus. C'est parce qu'on prend le minimum en disant, bon, allez, en supposant que ce soit la trentaine, donc c'est minimum 900 000 ans pour le décan. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien parce que finalement la limite elle est au milieu, donc ça pourrait coller. Oui, sauf que vous avez quand même 600 000 ans d'activité du décan qui a produit rien du tout. C'est-à-dire pas d'extinction. Et puis vous avez 300 000 ans derrière, où ici, je ne vous l'ai pas mis, mais vous avez une reprise de l'activité. Ce n'est pas les mêmes espèces, c'est moins important, mais l'activité planctonique reprend quand même assez vite derrière. Vous avez une reprise, les bestioles se développent à nouveau à la surface de la Terre, et vous avez toujours une activité volcanique. Donc il faudrait imaginer simplement une phase vraiment très très spécifique, où pendant 30 ans,
le décan a craché quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui fasse que, brutalement, ça ait fait quelque chose sur les bestioles. Donc, bon, pour moi, je pense que c'est assez clair qu'en tous les cas, on a une coïncidence temporelle entre l'événement d'impact et l'extinction. Il n'y a pas coïncidence temporelle, il y a superposition, mais il n'y a pas coïncidence temporelle entre l'extinction et le démarrage du camp. D'autre part, il y a quand même un phénomène aussi important, parce que des fois, vous entendrez parler dans les journaux, il y a des gens qui disent « oui, l'impact a produit le volcanisme ». Parce qu'on se dit, tiens, ça va les réconcilier, ils vont arrêter de nous casser les pieds avec leurs histoires. Et bon, bah, là, c'est clair que ce n'est pas le cas non plus, puisque l'impact a eu lieu là, le volcanisme, il a commencé là, donc l'impact ne démarre pas de volcanisme. D'autre part, les modèles montrent clairement que c'est quasiment extrêmement difficile, il faudra un impact immense pour générer des forces telles que ça déclenche un phénomène volcanique de ce type. Mais bon, ça avait été dit, donc c'est juste pour noter que quand vous entendez ça, bon, c'est clair que de toute façon, ce n'est pas applicable à la limite KT. Alors rapidement, la limite Éocène-Oligocène. Donc je rappelle deux phénomènes. Alors là, c'est en plus intéressant parce que on a deux cratères qui sont datés quasiment dans un mouchoir de poche, qui font un 100 km, l'autre 85 km. Donc ce n'est pas des petits cratères de cette taille-là. Mais vous avez aussi les trappes d'Éthiopie, bon, qui sont au voisinage. Je dis au voisinage de cette fameuse extinction Éocène-Oligocène. Alors là, je vous ai représenté cette fois une vue générale sur l'ensemble des coupes qu'on connaît. Bon, parce que celles-ci, j'ai pu les mettre sur la limite KT, ce que je vous ai montré une coupe, enfin 2 ou 3, mais il y en a 150 de par le monde, donc ce n'est pas quelque chose de local, je ne vous ai pas montré un truc local. Bon, là, vous avez toutes les coupes qu'on a étudiées, donc on n'a pas encore étudié tout ce qu'il fallait sur ce phénomène. Et vous avez alors ici donc, la limite Éocène-Oligocène en rouge, vous avez là l'échelle d'âge, et puis ici vous avez donc les fameuses magnétozones, donc les inversions du champ magnétique. Donc vous voyez que la limite Éocène-Oligocène se trouve quasiment au sommet du Trésaire, mais c'est dans un crône reverse, au sommet du crône Trésaire, et elle est datée à 33,7 millions d'années, plus ou moins quelque chose. Bon, alors ici, vous avez les coupes. Bon, les zones grisées, c'est simplement pour vous montrer que toutes les coupes ne sont pas équivalentes. Les zones grisées, c'est parce qu'on a des hiatus, c'est-à-dire des manques de sédimentation, ou des problèmes d'érosion. Bon, donc sur ces coupes-là, il y a des problèmes, mais on trouve quand même des choses, mais il y a des problèmes, je vous expliquerai pourquoi. Et puis ici, donc Massignano, ça c'est la coupe de référence, c'est le stratotype, c'est la coupe de référence pour la limite Éocène-Oligocène. Et puis sinon, un certain nombre de coupes, donc océan Pacifique, océan Indien, donc on a essayé de prendre des coupes un petit peu partout, tout autour du monde. Alors là aussi, on a trouvé d'abord des anomalies en iridium, mais pas toujours dans les mêmes niveaux. Alors pas toujours dans les mêmes niveaux, le problème c'est, est-on bien sûr que ces niveaux sont bien datés, bien corrélés les uns avec les autres? Parce que par exemple, celui-là on le met ici, mais vous avez un hiatus immense. Alors celui-là quand même, il n'est pas a priori au même niveau que celui-là. Il serait dans le crône quinzaine. Mais est-ce qu'on est bien sûr que c'est le crône quinzaine? Parce que celui-là, c'est le 16e. Donc, est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas eu un problème stratigraphique de ce côté-là? Il faut voir que ça peut changer. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr et certain à chaque fois d'être dans le bon crône. Il faut des repères. Des repères par rapport à des espèces. Par exemple, le quinzaine, il est dans la P16. Alors que le 16e, il est dans la P15. Donc, là, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez combiner non seulement quinzaine et détection des bestioles caractéristiques du P16. Si ça n'a pas été fait, ce qui est le cas pour cet événement, en fait, ça pourrait être quinzaine et P15, parce qu'il suffit simplement que vous ayez des diachronismes dans les extinctions, que ici, la P15, P16, ça bouge un peu, et puis vous n'êtes plus sûr d'être tout à fait au même niveau. Mais enfin, quand même, quelques niveaux d'impact supérieurs, puis un ici très grand, mais qui finalement, d'après les auteurs eux-mêmes, pourrait être beaucoup plus bas, donc je ne sais pas pourquoi ils le placent là. Dans le fond, ça pourrait couvrir... Dans le fond, on pourrait l'enlever même, parce que ce n'est pas vraiment clair. Mais c'est pas grave, je vous le montre, l'iridium. Alors, les spinels, donc les spinels ont été trouvés. Bon, là, c'est les mêmes niveaux. C'est juste parce que je n'ai pas la place de tout mettre les uns sur les autres. Donc ça, c'est les mêmes niveaux, iridium spinel. Donc là, vous en avez, c'est presque les mêmes niveaux. Bon, donc dans certaines coupes. Alors, dans certaines coupes, vous ne les trouvez pas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. C'est simplement qu'on ne les a pas trouvés, c'est tout. Peut-être que les niveaux sont manquants, érodés... ou autre, c'est assez difficile quand on ne trouve pas de tirer une conclusion. C'est plus facile quand on trouve. Les quarks choqués, donc on en trouve, alors sur cette coupe de référence, c'est bien, c'est une coupe de référence, pas pour l'événement, c'est une coupe de référence de la limite Éocène-Oligocène, c'est-à-dire du passage, de la transition, c'est bien calé, bien daté.
C'est bien en même temps parce qu'on est bien calé, bien daté sur ce type d'événement. Mais là, pareil, on trouve donc un certain nombre de niveaux à quartz choqué. Pour puis les tectites et les microtectites, qui sont le verre d'impact, la roche fondue qui retombe et qui forme ce verre qu'on appelle tectite. Alors, j'ai placé les impacts. Le Popigaï, il est placé à 35,7 plus ou moins 0,2 millions d'années. Ça colle très très bien avec ces niveaux-là. Vous voyez, on a un certain nombre de niveaux là qui marchent relativement bien et qui peuvent être coïncider au Popigaï. Bon, mais alors, vous remarquez quand même qu'on n'est pas du tout à la limite. Hein, il y a quand même 2 millions d'années là. Donc là, on n'est pas à la limite. Le Chesapeake, donc le cratère de 85 km, qui pourrait correspondre à tous ces niveaux-là, pourquoi pas, mais là, on n'est toujours pas à la limite. Et puis alors, à ce moment-là, on va se dire, peut-être un autre cratère, si ces niveaux-là sont valables, mais enfin, ils sont valables, c'est ça, on ne sait pas. Ça, on n'est même pas sûr que ce soit des microtectites. Et ça, on n'est pas sûr non plus que c'en soit. Donc finalement, et en plus, on n'a aucun cratère connu de cet âge-là. Donc actuellement, on peut toujours mettre un cratère, mais c'est parce que vraiment, on veut que ce soit un impact qui ait produit l'extinction. Moi, je ne le mettrai pas, mais je vous l'ai mis quand même pour vous le montrer. Et puis alors, on se dit, on va être honnête, on va mettre donc l'étrave d'Éthiopie. Alors, toujours pareil, hein, ça c'est parfaitement daté dans un enregistrement par les magnétozones et les bestioles. Puis alors là, quand même, on ne peut pas se tromper, hein, c'est la P20, c'est pas la P16 ou la P... On est sûr de l'âge actuellement des trappes d'Éthiopie. Alors ce qu'on peut voir, c'est que les trappes d'Éthiopie, c'est quand même bien après, hein, c'est quand même presque 4 millions d'années. C'est pas rien 4 millions d'années, moi j'aimerais bien vivre 4 millions d'années, mais 4 millions d'années après l'extinction. Donc c'est clair, ce n'est pas les trappes d'Éthiopie qui ont produit l'extinction. C'est clair qu'on a ici, alors vous voyez ce qui était sur la même courbe tout à l'heure, je vais vous montrer la droite. C'était quasiment le même point. Hein. Ce qui était sur la même droite, vous voyez l'écart, en fait, vous avez 4 millions d'années. Mais évidemment, ça vous semble sur la droite, c'est sûr. C'est un point qui n'est pas loin de la droite, parce que 4 millions d'années sur 250 millions d'années ou 300 millions d'années que vous représentez une droite, je dirais même que si je représentais la droite sur 3 milliards d'années, vous imaginez que tous les points, ils seraient impec tous dessus, parce qu'on ne verrait pas. Mais en fait, vous avez 4 millions d'années d'écart, et sur les événements d'impact, il y a 2 millions d'années. Alors quand même, j'ai une petite préférence pour l'impact, mais peut-être parce que je travaille dessus, mais j'avoue que les impacts, ils sont avant. Donc ça, ils pourraient avoir produit l'extinction. Alors vous allez me dire, ouais, mais 2 millions d'années après, quand même, c'est là, il exagère. Oui, mais on en a plusieurs, on en a quand même 2. On n'en a pas qu'un. Alors est-ce qu'on n'aurait pas, en fait, des impacts qui sont dans un phénomène plus général, plus global? Alors, il y a des gens qui ont mesuré l'hélium 3, c'est-à-dire les poussières interplanétaires, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, ces petites poussières qui apportent de l'hélium 3, et ça, on les trace avec l'hélium 3 très très bien dans les sédiments, on les caractérise par le rapport isotopique hélium 3, hélium 4, on sait que c'est ces petites poussières-là. Et les poussières interplanétaires, elles proviennent principalement, en fait, des apports cométaires, c'est de l'injection des comètes dans le système solaire de poussière lors de leur passage récurrent. Et alors, l'hélium 3 ici, sur presque 2 millions d'années, vous avez une augmentation brutale des apports de poussière interplanétaire. Et ça a donné lieu à une théorie qui avait d'ailleurs été proposée bien avant et modélisée, c'était de dire que voilà, les comètes viennent du nuage d'Oort, vous avez une perturbation du nuage d'Oort, vous injectez des comètes dans le système solaire, ces comètes vont être capturées par Jupiter et autres, elles vont se mettre à circuler dans le système solaire, et elles vont injecter de la poussière. Donc vous aurez une augmentation, 1, de la poussière, et 2, comme vous avez des comètes qui circulent, une augmentation de la probabilité de rentrer en collision avec. C'est comme sur l'autoroute, plus il y a de voitures, plus il y a de chances d'avoir un accident. Donc là, c'est exactement la même chose. Et effectivement, on a 2 impacts, on a une augmentation du flux, et la durée de ce type de phénomène, d'après les modèles, quand vous injectez, vous avez à peu près une circulation pendant 2 à 3 millions d'années avant que les comètes, l'ensemble de ce flux, reviennent à son taux initial. Alors ça, c'est beau, ça colle bien, et pourquoi pas? Il est vrai que, et là je reviendrai sur la définition de limite, la limite éocène-oligocène est définie, parce qu'il faut bien créer une définition, même pour les paléontologues, elle est définie par quoi? Là on peut se poser la question, d'ailleurs Vincent la pose, puisque Vincent Courtillot lui dit, oui mais elle n'est pas bien définie, donc dans le fond on pourrait peut-être la mettre là. Parce que c'est vrai que là, vous avez aussi des extinctions d'espèces. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas, parce que les extinctions d'espèces, il y en a tout le temps. Donc tout ce que vous regardez, c'est simplement une augmentation des extinctions d'espèces.
Mais dans le fond, est-ce qu'il faut définir la limite par une extinction d'espèces? Est-ce qu'un phénomène simplement climatique ou un phénomène qui pourrait être très important pour nous peut ne pas définir la limite? Bon, on a des limites qui sont définies différemment, comme par exemple la limite paléocène-éocène, qui est définie par une anomalie très importante du delta C13. Et ça, ce n'est pas une extinction d'espèces qui définit cette limite. Alors ici, c'est vrai qu'avant, on a une dégradation globale du climat. Bon, alors le problème, c'est qu'il y a d'autres phénomènes, comme la mise en place de l'Antarctique, notamment, qui a commencé bien plus bas, et qui est dégradation générale du climat au cours de tout l'Éocène. Alors c'est difficile de faire le point là-dessus, et pour le moment, les gens, ils essayent d'étudier un peu mieux ça pour justement voir, de mieux comprendre l'impact de ces différents phénomènes, que ce soit le volcanisme ou que ce soit les impacts sur ce type, sur le climat général de la Terre. En plus, c'est d'actualité en ce moment, donc avec les impacts, on peut aussi faire des choses. Donc finalement, je reprends cette courbe, et moi je dis que vous ne pouvez mettre qu'un seul point sur cette courbe actuellement, le seul que vous pouvez mettre, même si vous regardez les autres ont été étudiés, que ce soit des volcans ou des impacts, il y a un seul point que vous pouvez mettre, c'est l'impact de la limite KT. À 30 ans près, il est effectivement sur la courbe. Tous les autres, l'Éocène, l'Oligocène, on ne sait pas s'ils sont sur la courbe. Vous pouvez toujours les mettre, mais ça ne vous trace pas une droite de corrélation entre impact ou phénomène volcanique et extinction. Le seul point, c'est pour le moment la limite KT. Alors je terminerai simplement en disant, est-ce que ces phénomènes sont terminés quand même, parce que je vous ai parlé de choses qui étaient très anciennes. Donc on a toujours tendance à se dire que c'est fini, puis qu'il n'y en aura plus. Je pense que vous êtes au courant donc de la fameuse comète baptisée Shoemaker-Leavenworth, qui a impacté donc en juillet 1994 sur Jupiter. C'est une comète qui était passée auparavant près de Jupiter, qui a fragmenté sous l'action des forces de roche. Elle a fragmenté en 21 morceaux, et donc là, vous avez une image de cette comète, avec les différents morceaux qui ont été numérotés, A, B, C, D, E, etc., jusqu'à du W. Et cette comète donc, a continué sur sa trajectoire, est revenue, et a percuté, alors ça c'est une image, vous pouvez voir, les fragments qui arrivent, c'est une image, c'est un montage, la comète qui arrive et qui va percuter Jupiter. Alors, c'est pas de pôle, ça va percuter juste sur la face cachée, juste derrière. Et malheureusement, il y avait tous les télescopes qui devaient être braqués dessus, mais on ne pouvait pas voir en direct l'impact. Mais cela dit, Jupiter tourne dans le bon sens, et donc, on pouvait voir le nuage d'impact, la formation du nuage d'impact sur Jupiter. Donc ça, c'est le fragment G. C'est le fragment G qui percute Jupiter. Et comme Jupiter continuait de tourner et que les fragments continuaient d'arriver, vous avez eu un ensemble, d'un chapelet d'impact sur la planète Jupiter. Donc, je montre une autre image qui est issue d'ailleurs du télescope du pic du Midi, comme quoi on fait de très très jolies choses avec ce télescope, parce que moi je suis tombé dessus par hasard. Et on voit très bien, donc Jupiter, ça c'est les deux satellites, Ganymède, Io, donc le noyau G après l'impact, et on voit se développer le nuage d'impact, vous allez le voir apparaître ici, qui se développe au fur et à mesure que Jupiter tourne, ce nuage d'impact, voilà, qui se développe sur la planète. Alors, si un seul de ces bolides, et on va dire, donc il y en avait 21, si un seul de ces bolides avait frappé la Terre, on va prendre le noyau G, puisqu'on l'a vu, voilà ce que ça aurait donné comme nuage d'impact sur Terre. C'est-à-dire que toute cette surface-là aurait été complètement soufflée et balayée. Alors, je ne vous parle pas du raz-de-marée que ça aurait causé. C'est une image issue, bien sûr. Mais pour dire que ce type de phénomène, il est toujours actif. Ce n'est pas quelque chose, les impacts sont toujours actifs aujourd'hui, autant qu'il y a 65 millions d'années. Quand on ouvre un livre sur les dinosaures, moi je suis toujours frappé parce que, comme image, en général, ce qu'on nous montre, c'est le tyrannosaure, qui est méchant, avec des crocs et tout, prêt à nous manger, des météores qui sont en train de tomber, et des volcans qui sont en train de cracher le feu, quoi. Comme si, à cette époque, la Terre, c'était quelque chose de terrifiant. Pas du tout, c'était comme aujourd'hui, avec des animaux qui... les dinosaures, c'est finalement des animaux d'ailleurs beaucoup plus évolués que ce qu'on pensait. Il y a Eric Buffetot, je vous conseille d'ailleurs, qui pourrait venir vous faire une conférence là-dessus.
qui est un paléontologue avec qui je travaille et qui, lui, fait beaucoup d'émissions sur les dinosaures et qui vous parlerait des dinosaures et vous montrerait que les dinosaures, d'une part, sont des animaux beaucoup plus évolués que ce qu'on pense. Ce n'est pas des grosses bêtes méchantes prêtes à vous dévorer. Il y avait des animaux, enfin non pas qu'ils étaient gentils, hein, c'était quand même des animaux, mais surtout, ils étaient très évolués. Et alors, le problème surtout qu'il y a, c'est que ces animaux, les dinosaures, étaient tout à fait aptes à survivre à un impact type KT, quoi. Il y a quand même un problème, c'est que les crocodiles, par exemple, ont disparu, alors qu'eux, ils vivent dans une bande de latitude assez étroite, ils sont très dépendants des conditions climatiques, des changements de température. Donc les crocodiles, ils ont traversé, ils n'ont absolument pas disparu, ils ont traversé sans problème. Excusez-moi, hein, j'ai dû faire une inversion, je viens de m'en rendre compte. Donc les crocodiles n'ont absolument pas disparu, c'est ce que je voulais dire. Ils ont traversé, alors qu'ils sont très sensibles, donc ils ont une thermophysiologie qui les rend très sensibles aux conditions climatiques. Vous ne trouvez pas de crocodiles au-dessus de 30 degrés et en dessous de 30 degrés. Il n'y en a pas, parce qu'ils n'arrivent pas à survivre dans des conditions climatiques qui sont trop changeantes. Donc là, vous avez un impact gigantesque qui est censé avoir changé toutes les conditions environnementales de la planète. Bon, alors peut-être qu'il faisait plus chaud, mais en tous les cas, les crocodiles... Alors que les dinosaures, on retrouve des traces de fossiles de dinosaures jusqu'en Alaska. C'est-à-dire que, déjà, ils étaient parfaitement adaptés au froid. C'était des animaux qui pouvaient vivre, bon, je ne vous dis pas dans des froids polaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de calotte au pôle Nord. Ce n'était pas des froids polaires. Mais enfin, c'était des températures de montagne. Donc les dinosaures étaient parfaitement adaptés aux températures de montagne. Et il y a quand même un problème, c'est qu'ils étaient en Alaska, c'est-à-dire que 6 mois de l'année, il fait nuit. Donc quand on vous dit qu'il fait nuit, l'impact a produit un nuage de poussière et qui a obscurci la Terre. Et donc les dinosaures, ils étaient quand même capables finalement de trouver de la nourriture, visiblement, pour survivre pendant 6 mois de nuit complète. Donc si vous l'invitez, il vous fera quelque chose de très intéressant là-dessus, parce que moi j'avais été frappé effectivement par le fait que les dinosaures, bon, bah, c'est sûr qu'il y a eu cet impact et c'est sûr que c'est coïncident temporellement. Mais est-ce que vraiment, bon, ils ont disparu? Bon, je le pense, suite à cet impact, mais pourquoi? Alors qu'eux étaient bien adaptés, visiblement, à ça. Et là, enfin, bien adaptés à ça, je ne sais pas si on est bien adapté à un phénomène de ce type, mais en tous les cas, bon, ils avaient plus de chances de survivre que d'autres animaux qui, eux, ont survécu. Donc ça pose un problème, notamment quand on se pose la question pour nous, bah, on dit, ouais, mais nous, on est vachement intelligents, on survivra à ça. Je ne sais pas, peut-être, je souhaite que ça arrive le plus tard possible. Par contre, ce qui est sûr, je ne peux pas vous dire quand, mais je peux vous dire c'est sûr qu'il y aura un impact de ce type, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y en a toujours eu, et donc il y en aura un. Il peut arriver demain matin, il peut arriver dans 10 ans, dans 1000 ans, il n'y a aucune possibilité de le savoir. Ce type d'impact, ce sont des très gros impacts, ils sont potentiellement très dangereux. Ce que je trouve dommage, c'est que nous, on a la possibilité de les détecter quand même, bien avant. Et on pourrait faire des choses, je veux dire, sur les gros objets. Le problème, c'est les petits. C'est les petits, parce que les petits, par contre, ça, c'est beaucoup plus souvent. Ils tombent très souvent. Hein. La NASA détecte couramment des explosions dans la haute atmosphère qui correspondent à les types nucléaires. Hein. C'est assez courant. Parce qu'on a des petits objets qui rentrent à très grande vitesse. C'est pas impossible que... alors ça, on ne peut pas les détecter. C'est beaucoup trop petit, donc on ne peut pas les détecter quasiment. Enfin, quand on les détecterait, ce serait trop tard, si jamais on pouvait. Et d'autre part, ça peut tomber absolument donc n'importe où. Et le danger, c'est, vous voyez, vous avez un cratère de 1200 mètres, bon, qui est produit par un petit objet de 30 mètres. Bon, si ça tombe juste au-dessus de Paris, vous allez me dire, c'est pas de chance, mais ça tombe juste au-dessus de Paris, ça fait mal, quoi. Et je pense que ceux-là, ils sont effectivement assez dangereux. Et je pense qu'un jour, compte tenu du développement de l'urbanisme et autres, il y aura forcément une catastrophe de ce type, de type Tunguska, tout simplement. Bon, là, ça avait eu lieu en pleine Sibérie, un petit objet d'une centaine de mètres quand même, qui est tombé en plein milieu de la Sibérie. Bon, ça a juste dévasté les forêts dans un rayon de 50 km à peu près. Bon, là, c'est sûr que si ça tombe n'importe où en France, je pense que ça fera des dégâts, hein, c'est clair. Voilà, ben, je vous remercie.